Donc bonjour, je pense qu'on peut commencer cet atelier qui avait prévu deux interventions, mais malheureusement François Vert ne peut pas intervenir à cause d'une grippe. Donc on va écouter doucement et tranquillement pour presque une heure, un peu moins, Pierre Jean qui, comme je vais vous le présenter rapidement. Il est rattaché à EPHE, à l'École pratique d'autres études, et au labo Anima. Il travaille sur la figure de Jean-Pierre Vernant en tant que philosophe et aussi de son passage aux études anthropologiques. Donc, je vous laisse la parole, Pierre, pour justement discuter de cette bibliothèque de Vernant. Merci beaucoup. Oui, le choix de mon intervention paraît peut-être un petit peu surprenant, puisque nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de la figure du bibliothécaire d'Arcimboldo, et je comprendrai tout à fait qu'il paraisse surprenant à premier égard que je tire un peu la couverture à moi et je parle de Jean-Pierre Vernant, et que j'associe ou que j'essaie d'assimiler ce bibliothécaire avec la carrière scientifique et le personnage de Jean-Pierre Vernant. Alors bon, la première question qui se pose, c'est pourquoi Jean-Pierre Vernant et pourquoi le relier comme ça, peut-être un peu arbitrairement, au bibliothécaire. Je pense que ce n'est pas arbitraire. La raison, bien entendu, ce n'est pas que, comme tout chercheur, il a constitué une bibliothèque assez conséquente pour mener des études à bien. Si on prenait que ce critère pour faire une analogie entre le bibliothécaire et Jean-Pierre Vernant, ce serait bien mince, et ça pourrait s'appliquer à tout autre chercheur autre que lui. Si j'essaie d'assimiler Vernant au bibliothécaire, je ne dis pas qu'il a lui-même exercé le métier spécialisé, comme on l'entend, de bibliothécaire au sens strict, mais je retiens l'aspect figuratif de l'œuvre d'Arcimboldo qui nous montre un homme fait de livres. Et il me semble que ça a été le cas, mais vivant, pour Jean-Pierre Vernant. Et je vais essayer, avec ce modèle de peinture, d'éclairer ce qu'a pu être la carrière de Jean-Pierre Vernant, et notamment lorsqu'il s'est constitué sa propre bibliothèque. Ce que je vais essayer de faire en somme, c'est de montrer que dans cette galerie, il n'y a pas eu que le bibliothécaire qui a été fait de livres, mais que Vernant aussi a été un homme fait entièrement livre. Il faut, dans un premier temps, légitimer l'assimilation qui peut être faite entre le bibliothécaire et Jean-Pierre Vernant. C'est une évidence, n'importe quelle œuvre d'art est reçue dans un contexte. Et nous ne la recevons pas n'importe où et n'importe quand. Nous la recevons en effet dans la galerie Colbert. Cette galerie qui rassemble plusieurs établissements, plusieurs universités, pour les citer l'INA, qui organise cette journée, le CNRS, le HESS, le PHE, Paris 1 et Paris 7, les universités Paris 1 et Paris 7. Et il y a aussi dans cette galerie le laboratoire Anima et la bibliothèque Gernet-Glotz. Il faut savoir que cette bibliothèque est sous la tutelle du laboratoire de recherche Anima. Et il faut aussi savoir que Anima est la fusion en une seule unité du CNRS de trois anciennes équipes de recherche, le centre Gustave Glotz, le FEACI, l'équipe FEACI, et le centre Louis Gernet. Centre Louis Gernet, qui, avant de porter ce nom en hommage à ce personnage, était le centre des recherches comparées sur les sociétés anciennes, fondé en 1964 par Jean-Pierre Vernant. Voilà. Et il me semble que cette rencontre autour du bibliothécaire assume une fonction proprement pluridisciplinaire, ce que recherchait particulièrement Jean-Pierre Vernant. Il me semble alors que si on fait ce lien purement géographique, Vernant n'est plus complètement étranger au bibliothécaire, et même s'il n'est pas le même, il n'est plus vraiment son autre. Le deuxième point
qui me permet d'opérer un rapprochement entre ces deux personnages, c'est le fait que dans la carrière de Vernant, il y a un moment décisif qu'il reconnaît lui-même, et que je vais vous citer, il le dira mieux que moi, un passage d'Entre mythe et politique qui caractérise une période de sa vie et de sa carrière scientifique après sa nomination au CNRS en 1948. Il nous dit, Entre mythe et politique, « J'ai été chercheur 10 ans, je travaillais seul en bibliothèque à lire tout ce que je pouvais de textes grecs pour essayer de me faire helléniste. Pendant toute cette période, j'étais comme une éponge qui absorbe pour, le moment venu, rendre un peu de son jus. J'ai connu les affres des bilans annuels, du travail qui n'avance pas assez vite, des culs-de-sac dans la recherche. J'ai connu le bonheur des premières publications. » Nous voilà alors en face d'une comparaison un peu singulière. Cette comparaison qui est fameuse depuis qu'elle a été dite, c'est celle à l'éponge. Vernant, lorsqu'il a été nommé au CNRS, avait pour projet de se faire helléniste pour pouvoir assumer la fonction d'helléniste au sein du Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes. Et on voit avec cette comparaison qu'il fait lui-même avec une éponge, à quel point il a vécu 10 ans de sa vie en bibliothèque, absorbé, c'est-à-dire, je pense, proprement incorporé dans sa chair, les produits manifestes de l'intelligence des hommes d'un autre temps, livrés à la postérité par l'écriture. En somme, il me semble alors que Vernant a réalisé par sa propre expérience et par sa propre carrière scientifique les vues d'Arcimboldo, lorsque celui-ci représentait un homme fait dans sa chair et dans son être, 2 livres exclusivement. Troisièmement, il me semble qu'on peut porter un sens très fort à cette comparaison avec l'éponge et on peut aller à une certaine radicalité dans l'assimilation aux bibliothécaires, puisque Vernant lui-même s'est fondé dans son œuvre sur un concept très opératoire qui est le concept d'objectivation. Ce concept déjà présent dans la philosophie de Marx, notamment dans l'idéologie allemande, est radicalisé ensuite dans le corpus de psychologie historique de son maître à penser, Ignace Meyerson. Il me semble alors que ce n'est qu'en vertu du postulat énoncé par Meyerson que nous pouvons penser la pleine assimilation. Et je vais citer à cet effet la préface de la thèse de Meyerson, Les fonctions psychologiques et les œuvres. Les actes de l'homme aboutissent à des institutions et à des œuvres. Elles sont pour lui à la fois un objet essentiel, une norme, une cause de souci ou d'orgueil. Elles remplissent, sinon toute son existence, du moins cette partie qu'il considère comme la plus authentiquement humaine et que toute science de l'homme doit considérer comme la plus spécifiquement humaine. Le psychologue sait que c'est par un effort de l'esprit que l'homme a édifié ses œuvres, et même uniquement par un effort de l'esprit, car les mains ont été guidées, l'outil construit, la matière modelée par l'esprit. Il sait donc que l'esprit de l'homme est dans les œuvres. Par conséquent, s'il n'y a pas de différence de nature entre l'esprit humain et ses productions, ses produits et ses livres, si chacun de ces deux aspects n'est que le revers de l'autre, il paraît alors, il me semble, légitime de penser que l'homme peut se faire livre et le livre se faire homme. Qui plus est, je crois qu'il est aussi légitime de considérer Vernant, le Vernant qui survit encore aujourd'hui dans ses livres, comme un produit littéral d'une accumulation de ses lectures initiales dans un lieu qui n'est pas banal, la bibliothèque. Mais après avoir fait cette assimilation, puisqu'on ne peut pas s'en tenir là, me semble-t-il, il faut l'exploiter. Il s'agit alors d'interroger proprement, d'après le modèle d'Arcimboldo, la période de Vernant, entre 48 et 58, où il a été cette véritable éponge. Non seulement en lisant des œuvres de la tradition classique en bibliothèque, mais encore et parallèlement en lisant toutes les œuvres de ses contemporains, puisqu'il était tenu par son activité au journal de psychologie sous la direction d'Ignace Meyerson, de faire des comptes rendus de tout ce qui se faisait en philosophie classique, en ethnologie, en anthropologie et aussi sur toute la philosophie du travail.
Donc, en quoi pouvons-nous dire, c'est ma problématique majeure, qu'entre 1948 et 1958, l'accumulation de lectures par Vernant a été déterminante au sens fort pour son cursus universitaire. Parallèlement, pourquoi Vernant a-t-il dû ressembler au bibliothécaire afin d'asseoir sa légitimité en tant que chercheur? Et finalement, peut-on seulement dire que Vernant a incarné par ses lectures une véritable reprise de la tradition afin de proposer une recherche innovante qui ne laisse pas en sommeil les ouvrages des hommes du passé? Et pour répondre à ces questions, posons une autre question. En quoi la constitution d'une bibliothèque classique assimilée par Vernant a-t-elle été le gage de sa légitimité scientifique et institutionnelle, et en quoi a-t-elle été le gage du crédit qu'on a pu porter ensuite à son propos? Ce que nous interrogeons alors, en premier lieu, c'est le rôle de la pratique de la lecture des textes grecs en bibliothèque. Nous verrons à cet effet à quel point il a été nécessaire pour Vernant de se fonder sur une collection d'œuvres anciennes, classiques, et par conséquent aussi pour nous examiner le rôle strictement déterminant au sens du matérialisme historique de Marx de ces lectures à l'échelle de la carrière d'un homme. Il faut premièrement revenir à la nomination de Vernant au CNRS en 1948. Cette nomination fait suite à ses activités militaires et à son métier de professeur de philosophie au lycée depuis 1946. Vernant intègre alors d'un coup d'un seul une équipe universitaire avec la volonté de réaliser le projet qu'il avait initialement envisagé avant la guerre, c'est-à-dire faire l'étude de la notion de travail et de la notion de valeur dans le corpus platonicien. À ce titre, l'assimilation du corpus classique de Platon s'impose évidemment pour permettre de traiter légitimement de ces notions. Et les notes dans tous les articles publiés, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, entre 1948 et 1958, attestent de l'intégralité de la connaissance du corpus de Platon par Vernant. Qui plus est, Vernant ne s'en est pas tenu strictement au dialogue. On peut s'assurer qu'il a aussi lu les lettres de Platon, puisqu'elles sont mentionnées, et en particulier la lettre 7, dans le compte-rendu de l'œuvre de Jean Lucioni, La pensée politique de Platon. Vernant assure donc, et c'est bien normal, la légitimité de son propos par la lecture des œuvres de Platon, qu'il exploitera ensuite à la lumière d'ouvrages contemporains, ce que nous verrons plus précisément tout à l'heure. Comme nous l'avons vu en introduction, Vernant a lu les textes de la tradition grecque dans la volonté de se faire helléniste. Or, si cet effort peut correspondre à une aspiration d'ordre épistémologique, se familiariser avec la langue et les textes grecs afin de mieux comprendre et de s'habituer aux modes de pensée et aux modes d'activité qui sont manifestés dans les œuvres, cela permet aussi simultanément à Vernant d'acquérir la légitimité institutionnelle qui lui vaudra plus tard d'incarner l'helléniste du centre Gernet et ensuite d'être rival pour la chaire de grec au Collège de France contre Jacqueline de Romilly. Ces deux points rendent historiquement compte du crédit universitaire accordé à Vernant, qui n'a été possible qu'en vertu du choix initial de ses lectures. La maîtrise du corpus grec ancien peut être tenue, selon mon hypothèse, pour un élément fondamental et déterminant dans cette reconnaissance universitaire qui a été portée à Vernant, qui était philosophe de formation et n'est devenu helléniste que par l'usage, si l'on peut dire. Mais ce deuxième point, cette reconnaissance institutionnelle, si elle peut être considérée à part, n'est peut-être qu'une conséquence adventice, me semble-t-il, de ce que la lecture et l'analyse des textes grecs permettaient à Vernant, c'est-à-dire une liberté à l'égard du politique au sein de ses recherches et une garantie aussi d'objectivité épistémologique, au moins aussi importante que ce qu'on pouvait l'espérer. Je le cite encore une fois dans son œuvre Entre mythe et politique. En prenant pour terrain d'étude la Grèce ancienne, un chercheur politiquement engagé comme je l'étais alors, dans un parti communiste
qui régentait la vie intellectuelle, disposerait d'une liberté d'esprit beaucoup plus grande que s'il travaillait dans le domaine de la vie contemporaine. En effet, il semble bien qu'une bibliothèque classique permettait à Vernant de travailler sans être jugé par ses pairs a priori selon ses engagements marxistes et communistes, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas s'il avait étudié ces notions de travail et de valeur dans un contexte contemporain. Qui plus est, elle lui permet, cette maîtrise et cette focalisation sur le corpus classique grec, une distanciation qui le rend apte à satisfaire une certaine exigence épistémologique d'objectivité. Ainsi, on peut avancer, me semble-t-il, que du triple point de vue que nous venons d'examiner, que Vernant a été comme le bibliothécaire en son lieu naturel au milieu des livres, et qu'il a pu, par ces mêmes livres, acquérir une légitimité scientifique et universitaire que lui ont garanti la fréquentation d'un tel endroit et la lecture d'un corpus classique, reconnaissance qui s'est faite dans la corporation et des philosophes et des hellénistes. Maintenant, il faut poser une seconde question, me semble-t-il, puisqu'il faut quand même s'orienter sur son activité plus contemporaine. En quoi l'accumulation des œuvres dans le cours de l'histoire et dans le cursus d'un homme permet-elle un renouvellement du discours scientifique? Il faut ici insister sur le rôle déterminant des objets matériels que sont les livres pour l'orientation scientifique de Vernant, et notamment sur l'élargissement progressif des sources bibliographiques. Ici, et toujours selon l'analogie ou l'assimilation plutôt faite avec le bibliothécaire, il s'agit de montrer que les livres ne sont pas omnipotents et qu'en dépit de leur accumulation, on perçoit bien toujours dans leur usage l'individualité de la personne de Vernant qui a choisi d'exploiter les sources selon une focalisation particulière. Pour montrer alors que le chercheur qui se spécialise dans les études classiques ne fait pas qu'entretenir une tradition figée et immuable, il nous faut montrer en quoi Vernant bibliothécaire n'est pas pour autant Vernant conservateur. Reprenons la comparaison avec l'éponge. Le but pour Vernant n'est pas d'absorber une tradition classique à laquelle il ne pourrait rien ajouter, ou qui a déjà été dit. Le but initial est bien de lire pour apporter des explications nouvelles à la production des œuvres grecques et ainsi les interroger à nouveau frais, dans une perspective historique et comparatiste, et alors interroger la Grèce et ses œuvres, mais la Grèce et ses œuvres dans la réception que nous en avons, puisqu'il me semble que Vernant ne traite pas la Grèce comme un objet absolu, mais comme un objet d'étude engagé dans un processus d'interprétation, le scientifique face à la Grèce. Et c'est ce qu'il dit dans l'ouvrage collectif écrit avec Jacqueline de Romilly pour l'amour du grec. Souvent, on m'interroge, pourquoi la Grèce, pourquoi le grec? Et au vieil homme que je suis devenu, il arrive de se poser lui aussi la question. Mieux que je ne pourrais le faire, Jacqueline de Romilly y a par avance répondu. Je n'aurais rien à ajouter à son propos s'il ne s'agissait pas tant de la Grèce en elle-même que de notre amour envers elle, avec pour chacun d'entre nous ses raisons et ses déraisons personnelles. Cette référence, cette citation fait écho à quelque chose qui a été dit plus tôt dans une œuvre de Vernant et que je cite aussi. Il ne s'agit pas pour les hellénistes de gérer une tradition déjà fixée, d'ajouter leurs commentaires à ceux qui existent déjà, en découvrant, publiant, interprétant des documents nouveaux. Ils révèlent des aspects de la civilisation grecque jusque-là inconnus et qui entraînent parfois une profonde révision des idées reçues. Ils font alors un travail de découvreur. Vernant aborde alors les œuvres grecques non pas pour les laisser répéter ce qu'elles ont déjà pu dire, mais pour interroger les motivations psychologiques sous-jacentes, déceler les modes et cadres de pensée d'une culture qui nous est désormais étrangère, et pour voir les hommes vivants derrière leur production qui seule désormais nous reste. Et, à ce titre, dans sa démarche scientifique, il essaye d'éprouver la validité de l'explication matérialiste
et interprète les œuvres écrites à la lumière des renseignements historiques et anthropologiques qu'elles nous offrent, afin de tenter l'esquisse d'une géographie mentale humaine incommensurable et historiquement déterminée. Et ce, dans le but de voir si les interprétations qu'on a pu fournir ou qu'on peut encore fournir sur la Grèce sont légitimes et pertinentes avec les renseignements nouveaux et cette nouvelle focalisation. Ainsi, l'étude des textes grecs prend avec Vernant la forme d'un procès intenté systématiquement aux jugements a priori qui peuvent être portés sur les œuvres. L'interprétation de Vernant est alors confrontation de ce que l'on croit savoir vis-à-vis des textes, afin de valider ou d'invalider la justesse des concepts que nous traduisons, en vertu non seulement des textes, mais aussi et surtout du contexte social et culturel dans lequel ces textes ont été produits. À cet égard, Vernant ne se satisfait pas d'une réception passive des textes, et ceci se manifeste notamment par l'examen fait du concept de travail opéré massivement entre 1948 et 1958. Que nous apprend le catalogue des lectures de Vernant à cet égard? En quoi l'élargissement des sources bibliographiques est-il gage d'un approfondissement du sens du concept de travail? D'abord, il faut rendre compte de ce que peut être un tel élargissement. On voit que Vernant se concentre d'abord sur le corpus platonicien, et notamment sur le Charmide, en vertu d'une analyse des termes grecs que l'on assimile à notre concept contemporain de travail, termes qui sont aussi présents dans les œuvres d'Aristote mentionnées, politique, éthique à Nicomaque et métaphysique. Cette première focalisation permet de déceler une non-correspondance entre notre concept et notre terme de travail en tant que conduite unifiée d'efforts en vue d'une production et les mots grecs qui s'en approcheraient. La raison en est la suivante, elle est très simple. Textuellement, l'équivalent grec de notre terme de travail n'existe pas. En revanche, nous pouvons en rapprocher ce concept de termes comme ponos, activité qui exige un effort pénible, ou allergone, activité qui consiste exclusivement à accomplir sa propre fin, mais sans production extérieure. On voit aussi qu'on peut rapprocher le terme de travail au verbe ergazestai, qui est employé dans différents domaines, comme l'agriculture ou l'économie, et qui, selon le champ où il est employé, peut varier. Ce qui montre, premièrement, un préjugé de la part des contemporains. On tente vainement de comprendre des comportements laborieux des Grecs à l'aune de nos concepts et de nos schémas de pensée, alors qu'il est indiqué par la variation des termes et de leur usage que rien dans les œuvres ne permet de dire que la représentation du travail par les Grecs correspond à la nôtre. On en vient donc à se demander que veut dire travailler pour un Grec, si encore cette question a du sens. L'élargissement des sources bibliographiques de Vernant permet alors la réintégration des concepts relatifs à ce que nous appelons travail dans un ensemble au sein duquel nous pourrons peut-être envisager de le comprendre. Vernant, constatant l'intégration nécessaire du problème du travail dans des ensembles conceptuels plus larges, comme l'opposition entre le pratein et le poiein, ses acquaintances avec des domaines comme celui de la technique, élargit alors le cadre de ses recherches. Il fait l'examen et la collection de termes relatifs au travail et à la technique dans les œuvres de Homère et de Hésiode, manifestant par là que le travail revêt nécessairement une dimension religieuse relative à la représentation de l'organisation du monde. Mais il n'exploite pas seulement des textes philosophiques ou tenus en bonne estime par la philosophie, il interroge aussi les traités techniques d'auteurs tels que Ctésibios, Héron ou Philon. Aussi, voit-on par la liste des lectures de Vernant comment cette documentation a permis un renouvellement de la compréhension des pratiques des textes grecs et de notre propre interprétation et de notre propre conception du travail. Les textes transposent alors toujours, possiblement, une réalité humaine, psychologique et matérielle qu'il s'agit de saisir autant que possible afin d'être exact sur les concepts et
concepts qui, par conséquent, deviennent, eux, historicisés, pour plus de précision. Le sens en est varié, mais on ne peut pas faire autrement. Et, pour y parvenir, Vernard ne privilégie aucune source. Les concepts philosophiques admis ne nous renseignent pas plus qu'un traité technique sur la technique même des inventeurs. L'histoire, alors, dans ce qu'elle a de plus matériel, doit aussi être explorée dans la multiplicité des intermédiaires les plus éloquents que nous possédons, c'est-à-dire les textes. L'accumulation et la diversification des sources écrites dans la recherche de Vernard témoignent alors d'une volonté d'exactitude, de restitution de la pensée et des actes grecs, auxquels on a un accès toujours médié par les œuvres. Oui. Excusez-moi. Vernard se trouve alors doublement orienté par ses lectures matérialistes. Il suit un présupposé ou un postulat qu'il admet sans trop légitimer, mais c'est ainsi. Il faut admettre un arrière-plan matériel qui doit déterminer l'expression et la production intellectuelle. Il nous faut alors nécessairement concevoir les ouvrages comme le résultat de modes de vie qui ne sont jamais plus les nôtres. Et il est aussi déterminé par une connaissance étendue d'ouvrages grecs qui débordent le seul champ de la philosophie. Les livres n'accablent plus alors Vernard, c'est lui qui multiplie les sources disponibles et qui les exploite selon un point de vue déjà choisi. L'homme est bien alors derrière les livres, puisqu'il est capable de choix. Toutefois, cette multiplication des écrits grecs intervenant dans les analyses n'est pas autonome et n'est pas sans lien express avec l'activité, comme je vous l'ai dit, de Vernard dans le journal de psychologie. Il faut alors aborder ici l'autre fonction de la lecture chez Vernard, celle qui consiste ensuite à faire le compte-rendu de chaque œuvre des contemporains. Ce que nous pouvons dire alors, c'est que Vernard, tout comme il reçoit et exploite les œuvres grecques, reçoit, recense et examine ce que les œuvres de ses contemporains peuvent apporter à sa propre recherche. Seulement, il essaye de les intégrer pour les faire siens. Aussi peut-on voir, par exemple, qu'il se focalise sur les œuvres de Victor Goldschmidt afin de voir s'il est possible de déceler dans le corpus platonicien une possible idée qui s'approcherait de notre idée de la personne ou de l'individualité. À cet égard, tous les comptes rendus de Vernard ont été recensés dans un ouvrage de Riccardo Di Donato, Entre passé et présent, contribution à une psychologie historique. Et on voit que par le rassemblement thématique de ces comptes rendus et donc par le choix des lectures de Vernard, il y a des thèmes majeurs qui semblent bien être déterminants puisqu'il ne s'en éloignera jamais. Ces termes étant la prise en compte de l'ethnologie, même l'ethnologie contemporaine, puisque pour Vernard, il n'y a pas vraiment de différence entre l'incommensurabilité diachronique ou synchronique. Il va aussi se focaliser sur les œuvres des anthropologues qui lui sont contemporains. Il se focalisera particulièrement sur ce qu'a été le mythe et sur la logique qu'il impliquait. Et bien entendu, dans sa fonction au sein du journal de psychologie et sous la tutelle d'Ignace Meyerson, il va accepter la thèse de Meyerson d'une tentative de psychologie objective. C'est-à-dire essayer de déceler la mentalité d'hommes qui ne sont pas nous à partir de leur production. Vernard se trouvait déjà orienté par ses lectures marxistes. Ça, c'est nécessaire. Mais, par le choix des œuvres desquelles il fait un compte-rendu, il se trouve soutenu dans son orientation initiale, ce qui le conduit à considérer l'homme total, selon le mot de Mauss, derrière les œuvres. Et il se fonde sur des œuvres qui, elles aussi, soutiennent l'idée qu'une pensée est toujours indissociable de son contexte, mythique et religieux alors pour les Grecs, avec ce que cela implique de crédit que l'on doit porter à la parole et à la logique de polarité que nous ne reconnaissons plus comme une logique depuis que nous avons adopté la logique de non-contradiction. Pour Vernard, il faut aussi bien avoir à l'idée que l'homme est toujours intégré dans une société particulière avec un fonctionnement économique propre,
conduisant à des représentations du travail et à des aspects sociaux et politiques incommensurables à tout autre et dépendant, bien entendu, d'un régime de pensée toujours solidaire, sans qu'on puisse déterminer si ce sont les idées qui déterminent les actes ou l'inverse. Mais surtout, il semble bien que Vernant ait été soutenu dans son orientation marxiste initiale, avec la tutelle de ses maîtres à penser, qu'il reconnaît comme tels en tout cas, Louis Gernet et Ignace Meyerson, puisqu'il essaye sans cesse de vérifier l'hypothèse de l'anthropologie historique de Gernet et de l'objectivité et de la psychologie objective de Meyerson, comme je vous l'ai dit. Alors, la philosophie telle qu'il l'avait pratiquée initialement, en tant qu'histoire des concepts ou de la variation des concepts, n'est plus satisfaisante. Vernant ne peut plus se dire que c'est suffisant pour avoir un quelconque propos scientifique pour traiter d'une idée historiquement datée. Il faut alors nécessairement que la philosophie, pour lui, pactise et travaille de concert avec les nouvelles disciplines de ses maîtres respectifs. Et pour ce faire, Vernant fait communiquer des ouvrages de temporalité différentes, et il est un intermédiaire au sens où il essaye de nous les faire parvenir à nous. Donc, en guise de conclusion, puisque je vais m'en tenir là, on peut avancer que Vernant peut être tenu pour une incarnation vivante du bibliothécaire d'Arcimboldo dans ce que ce dernier présente comme trait caractéristique. Vernant s'est proprement enfermé en bibliothèque pour compléter sa culture classique et pour obtenir un crédit, comme je vous l'ai dit, scientifique et institutionnel. Qui plus est, il a collectionné les lectures d'ouvrages de ses contemporains, ce qui a conditionné un mouvement initié déjà par son propre choix, l'objectif de reconnaître les hommes dans leurs écrits. À ce titre, Vernant n'a pas été le dépositaire d'une tradition fixe, il s'est imposé par sa singularité et par la réunion singulière d'un corpus écrit massif, et ainsi il a pu produire lui-même une œuvre écrite considérable qui perpétue et renouvelle la tradition, tradition qui sait alors que les Grecs seront toujours à découvrir, que notre interprétation est toujours à vérifier, que la philosophie doit collaborer avec les autres sciences humaines que sont la psychologie, l'anthropologie et l'histoire, autant de disciplines qui peuvent rendre compte de l'homme en chair et en os, qui a bien dû être pour pouvoir écrire. Outre cette incarnation offerte aux bibliothécaires par Vernant, il se peut que cet homme ait incarné l'homme authentique de Meyerson, qui s'intègre dans une histoire humaine inachevée, où aucune représentation et aucune fonction psychologique n'atteint jamais son achèvement, puisqu'elle s'en trouve toujours modifiée. Un homme, alors, qui reprend ce qui a été écrit afin de le perpétuer et d'adresser à la postérité ce qui lui semblait le plus vrai et le plus juste. Et je finirai par citer Vernant, puisqu'il semble que, comme le bibliothécaire, il est un intermédiaire, et que cette fonction d'intermédiaire est tout à fait salutaire, si, bien entendu, on porte crédit à ce que dit Vernant. Pour être soi, il faut se projeter envers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité, c'est se perdre et cesser d'être. On se connaît, on se construit par le contact, l'échange, le commerce avec l'autre. Entre les rives du même et de l'autre, l'homme est un pont. Merci. Merci beaucoup. Tu as pu développer un peu plus ton propos, vu qu'on a le temps. J'ai particulièrement apprécié la capacité de mettre en relation cette figure de Vernant avec les tableaux en question. En particulier, tu as insisté au début avec cette idée d'anima, donc ce centre de recherche qui veut dire finalement âme, qui a ce... Exactement. Qui renvoie à cette idée de l'âme que pour les Grecs justement était le fondement anthropologique de la rationalité, de l'esprit, et qui va dans le sens donc d'un corps fait de livres, qui a
qui est constitué, et en plus avec l'œuvre d'Arcimboldo, justement cette idée d'un livre animé qui devient un homme, un être humain vivant. Je voulais te poser une question, parce que tu as cité ce concept qui m'intéresse beaucoup de l'objectivation, justement, sur lequel Vernant a travaillé, qui se dit en allemand Gegenstand, je pense, parce que c'est le mot que Marx utilise dans les thèses sur Feuerbach. Oui. Et donc, si tu pouvais développer un peu plus ce rapport, justement, entre cette idée de transformation, comme tu as bien dit, justement, la matière modelée par l'esprit, et c'est ce que Marx voulait dire au moment des thèses sur Feuerbach, qui finalement sont très influencés par une pensée idéaliste. Donc la capacité de travailler la matière, c'est le contact de Marx entre idéalisme et matérialisme. Et le concept de praxis que tu as aussi développé, c'est-à-dire la question du travail chez les Grecs. Donc comment penser, vu que, disons, la théorie marxiste d'habitude pense la relation directe entre Aristote, la question de la praxis, et le travail chez Marx. Donc comment Vernant s'introduit dans ce débat et... Alors, je pense qu'il s'introduit dans un débat où Meyerson a révisé cet aspect peut-être un peu idéaliste de l'objectivation chez Marx, puisque il est très paradoxal de voir chez Marx des phrases où l'homme crée un monde à son image, où proprement il fait quelque chose qu'il jette devant lui, des objets, et où donc l'esprit serait déterminant vis-à-vis de la matière, alors qu'il est capable, dans un même ouvrage, de dire que la critique et la pensée n'ont aucune effectivité dans la révolte politique. Il me semble alors que l'objectivité de Marx n'est pas si radicale que l'objectivation à laquelle souscrit Vernant, qui est celle de Meyerson, me semble-t-il, où véritablement l'homme, quand il crée, pour Meyerson, veut livrer une part de lui, cette part la plus authentiquement humaine, comme il le dit. C'est d'ailleurs ce qui, pour lui, distingue et fait un seuil entre l'animalité et l'humanité. Et on voit qu'avec tous les efforts de transformation et toute la volonté d'être exact quand on écrit, d'être honnête, l'objectivation est plus radicale puisque l'homme essaie de mettre son esprit en mots et il accorde tous ses soins à la conservation de ces mots. Et je ne sais pas si pour Meyerson, l'objectivation est aussi radicale dans tous les domaines de l'activité de transformation et de l'activité de travail, mais au moins dans la rédaction des œuvres, je pense qu'on peut en être sûr. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelqu'un qui veut reprendre quelques aspects, quelques concepts? Non? Pas de questions? Parce que moi, j'en ai un autre sur... à un certain moment, tu parles du problème de l'individualité. Est-ce qu'on peut retrouver ce concept chez les Grecs? Alors, de mes rares et minimales connaissances de la question, je sais que le mot, justement, individu n'existe pas chez les Grecs parce que il était impossible pour eux de penser le sujet isolé de la communauté. Donc l'individu nécessite quelque chose c'est une conception moderne qui se pense en tant que un Robinson Crusoe, comme disait Marx justement, sur l'île déserte, donc quelqu'un qui se pense en tant que lui-même et pas. Justement, dans cette relation avec les autres que les Grecs... Et donc, ça me vient à l'esprit que, comme tu as dit, Vernant et le bibliothécaire d'Arcimboldo, finalement, sont dans leur travail de médiation qui essayent de tisser entre la culture, les livres, etc., constituent justement ce sujet qui n'est pas vraiment seulement un individu, mais il est toujours un pont. Donc, est-ce que tu vois encore... Oui, très paradoxalement, en somme, Vernant s'affirme comme un individu à part entière,
alors que par son œuvre, il s'intègre proprement dans une communauté en ce qu'il est un intermédiaire. Peut-être que... Alors oui, la notion d'individu, avec la notion de conscience de soi interne, n'était pas présente, je ne pense pas, dans le corpus platonicien. Vernant insiste particulièrement dans son œuvre L'individu, la mort, l'amour, sur l'acquisition pratique de la prise de conscience de ce que je suis, qui ne peut passer que par le regard de l'autre, puisque je me vois dans la pupille de l'autre, et je sais que l'autre me porte un jugement. À cet effet, j'ai besoin d'un intermédiaire extérieur à moi pour pouvoir faire retour sur moi. Si l'individu existe, en tout cas, il n'est pas clos sur lui-même. Après, le principe d'individualité qu'on fait résider dans l'intériorité et dans la conscience, qui nous permet d'avoir cette idée d'identité, chez Platon, on ne l'a pas. Il me semble que le principe d'individuation chez Platon, c'est le corps, puisque les âmes sont en nombre déterminé et que par métempsychose, elles reviennent dans un corps à chaque fois particulier. Mais ces âmes n'ont pas une attribution individuelle, elles font partie d'un tout. Et peut-être que Vernant, en fréquentant les textes grecs, s'est fait grec dans cette volonté de se poser comme un intermédiaire. Il y a une question ? Vis-à-vis de la pensée stoïcienne, alors, il s'est référé, il a quand même souscrit à ce que Victor Goldschmidt avait pu dire, notamment sur le temps chez les stoïciens. En pensant un temps à l'échelle humaine lors du passage à la police, l'homme a pu penser un mode d'action où il était capable de se comprendre comme cause d'un produit extérieur, sans que cette causalité prenne une cause supérieure, enfin, dépende d'une cause supérieure, soit d'une cause finale, soit d'une cause première, qui dépasserait la simple effectivité de l'homme agissant. Et enfin, je ne vois que ce rapport au stoïcien, me semble-t-il, mais il nous dit que c'est par une recompréhension du temps qu'on pourrait dire laïque, mesuré à l'échelle humaine et non pas à l'échelle du cosmos, on assiste presque à une naissance, pas spontanée, mais oui, c'est presque, de l'individu. Merci.